Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où je parle des livres que j'ai lus durant la semaine, ceux que j'ai terminé de lire, ceux que j'ai à peine commencé, ceux que j'ai lus d'une traite, bref, tous les livres qui m'ont occupé durant la semaine. Le tas d'aujourd'hui est assez lourd et assez important, il y a 8 livres, mais certains je vais en parler assez brièvement parce que je les ai à peine commencés, d'autres je les ai terminés ou pour l'un d'entre eux lus complètement. Donc on va s'attaquer à cette pile de manière un peu désordonnée ou un peu hasardeuse. De quel livre parler en premier dans une telle pile? Alors peut-être revenir sur le livre que j'ai terminé, ou l'un des livres que j'ai terminé, à savoir Une heure de ferveur de Muriel Barbery, un livre très beau dont j'ai déjà parlé donc la semaine passée et que j'ai donc terminé, un livre qui nous raconte la vie d'un homme qui, au Japon, a eu une enfant avec une femme française qui s'en est allée avec l'enfant et lui est resté loin de sa fille et n'a pas le droit de la voir, du moins du vivant de la mère de cette fille. Mais il y a dans ce livre, je parlais de vivant, il y a beaucoup de morts, une présence des morts, et des morts qui surviennent quasiment tout au long du livre. Les amis du personnage principal et d'autres personnages meurent. Et cette mère, qui s'appelle Maud, va aussi mourir. Et Haru c'est le personnage principal de cette histoire-là, va être tenté de retrouver Rose, sa fille, d'aller à Paris la voir. D'autant plus que lui-même est proche de la mort. Y aura-t-il une rencontre, y en aura-t-il pas? Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que véritablement cette rencontre ne risque pas d'être une déception? Ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à un très beau livre, un livre qui est très sensible, qui entre dans la vie intime des personnages, mais de manière subtile. On n'est pas dans l'épanchement. Ce n'est pas forcément comme ça que l'on vit au Japon, ou du moins ce Japon que décrit Muriel Barbery est un Japon qu'on sent approcher avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que Muriel Barbery n'est pas japonaise, que beaucoup de choses sans doute lui échappent, mais qu'elle est allée au Japon, qu'elle a vécu au Japon, je crois, et donc qu'elle a essayé de rendre quelque chose de japonais, mais quelque chose aussi du rapport entre le Japon et le reste du monde, et en particulier avec la France. Alors, lisons un petit extrait pour le plaisir de cette écriture très belle. Et ce petit extrait est un moment fatidique. C'est le moment où, si je le retrouve, eh bien, Haru va rencontrer Rose.
C'est du moins ce que je recherche dans le livre. Et que je ne retrouve pas, donc je vais vous lire autre chose. Je vais vous lire des choses liées à la mort de Haru. À l'heure de mourir, Haru Ueno pensait « Maintenant je vois, maintenant je suis accordé aux choses. » Il contemplait le bol noir et en accueillait la présence, pure forme sans forme, par laquelle il comprenait désormais Keisuke. La prononciation des noms japonais. Keisuke est un ami, c'est le potier, un artiste, puisque Haru est marchand d'art, et ce potier est un ami avec qui il boit du saké, et qui justement parle peut-être de forme sans forme. Il contemplait en lui un iris, et dans cette fleur devenue sienne s'abolissait la douleur. Il pensait « J'ai trouvé mon histoire, celle qui console et conjure la souffrance. Je croyais l'offrir aux autres, mais en réalité, je me la contais à moi-même. » À Mélan, le renard disait « Tout ce qui n'a pas été fervent s'efface, la misère et la grâce sont également infinies. » À moi, il dit « Tout homme marche vers l'heure de sa naissance. Nous mourrons à la solitude et renaissons à la lumière. » Alors, dans l'intervalle entre cette fin et cette illumination, nous accomplissons le véritable voyage. Il pensait « Rose, tout a été trié, il ne reste plus que l'os nu de l'existence, et je sais que rien dans ma vie n'a été plus fort et plus important que toi. » Cette fille qu'il n'a peut-être jamais rencontrée. Je suis l'homme japonais qui aura été le père d'une enfant française. Mon âme profonde est dans cet écart. Il compose mon héritage sombre et étincelant, mon héritage d'ancêtres et de rupture, de solitude et d'intimité, de mélancolie et de joie. Enfin, tandis qu'une rosée d'autres rives se déposaient sur le jardin de Shinnyo-do, Haru Ueno pensa « Les morts sont supérieurs aux vivants, car ils ne chutent plus. » Ça, c'est la dernière phrase de ce roman, très beau. Les morts sont supérieurs aux vivants, car ils ne chutent plus. La chute, c'est peut-être aussi la vieillesse, le vieillissement, qui est au cœur de ce roman de Yvette Sgragen, La Punta, où la narratrice est une femme déjà assez âgée, qui vit en Suisse, comme c'était le cas de Yvette Sgragen elle-même, et qui, à sa retraite avec son mari, qui s'appelle Vincent, va partir vivre en Espagne. Pour des raisons simplement financières, il ne trouve pas le moyen de se loger à un prix décent à Genève, et donc vont trouver un logement plus bon marché en Espagne, mais avec le déracinement que cela produit, du moins chez le mari de cette femme. Et donc, on assiste à la progressive rupture d'un vieux couple. Elle, qui s'appelle Florence, a cette envie d'écrire. Elle a écrit un roman il y a longtemps. Elle aimerait s'y remettre, mais son mari ne comprend pas du tout ceci. Pour lui, c'est une activité sans intérêt. Et lui reste extrêmement terre-à-terre. Il part en Espagne, mais déteste ce lieu. Elle s'y accoutume. C'est une sorte d'aventure. Elle a envie de vivre une aventure. Elle a envie de voir aussi ce lieu qui s'appelle La Punta, qui est le partage entre les eaux de la Méditerranée et de l'Atlantique. Mais
son mari, ça l'indiffère. Et petit à petit, on sent bien que ce couple-là ne tient pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a ce récit-là, et puis il y a des chapitres où l'on change d'ailleurs de narrateur ou de narratrice, puisque l'histoire est racontée en général avec un jeu, une narratrice qui raconte sa propre vie, et puis il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs où ça devient elle. Elle, enfant, notamment elle, enfant, avec notamment le rapport à ses parents qui est assez particulier parce que ses parents, Charles et Lydia, elle les appelle pas papa et maman, elle les appelle Charles et Lydia. Ses parents sont une sorte de couple ultra fusionnel qui, au fond, n'aurait pas voulu avoir d'enfant. Ce serait suffi à lui-même, ce couple. D'ailleurs, quand le père meurt, la mère va elle aussi mourir à petit feu, avec autour d'elle les photos de celui qu'elle a aimé. Alors, un petit chapitre là aussi, ou un petit extrait, où justement, la petite fille se retrouve face à ses parents un peu surnuméraires. Les nuits de Lydia. Lydia, c'est donc la maman de Florence, la narratrice. Donc on revient à son enfance, ici. La petite fille dort mal. Elle se promène la nuit dans l'appartement, va jusqu'à la cuisine pour boire un peu d'eau. Elle passe devant la chambre de Charles et Lydia et s'arrête. Ces petits cris de Lydia aigus, modulés. Les gémissements de Charles, de plus en plus forts et rapprochés. Il se passe quelque chose de terrible. La petite fille retient son souffle. Une lutte, une dévoration. Elle hésite à entrer. La peur la retient. Alors elle essaye d'imaginer, voit Lydia en train de pincer Charles, comme elle le lui fait parfois à elle pour s'amuser. Et à chaque pinçon, elle pousse un petit cri de plaisir, de victoire. Charles a mal, mais il l'aime tellement qu'il se laisse faire, ce grand idiot. Demain, il sera couvert de bleu. Et puis, le silence. Plus effrayant encore. Et soudain, la porte qui s'ouvre. Elle a juste le temps de reculer dans l'ombre. C'est Lydia qui sort. Elle se hâte vers la salle de bain. La petite fille écarquille les yeux. Lydia est nue. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa chemise de nuit? Qu'est-ce qui lui prend de se promener ainsi, nue, maigre, dans l'appartement? Non, pas se promener, pense la petite fille. Courir, comme une gamine, comme une folle. Elle rentre vite dans sa chambre, referme la porte sans bruit, se réfugie sur le radeau. Le radeau, c'est un lieu qu'elle imaginait, parce qu'elle est extrêmement imaginative, cette petite fille. Et la femme qui écrit des années plus tard aussi ce que son mari ne comprend absolument pas. Son cœur bat trop fort, il lui fait mal, ses tempes aussi battent, toute la nuit vibre autour d'elle. Demain, je m'en irai, pense-t-elle. Et elle fait effectivement une fugue. Et puis, donc on assiste à la fois à ce vieux couple en Espagne et puis au souvenir de Florence qui parcourt sa vie, sa jeunesse. Un certain Stan, qui est un Polonais qu'elle rencontre pendant la guerre. Et puis d'autres histoires d'amour qui fonctionnent pas très bien. Puis sa rencontre avec celui qui sera son mari, Vincent, qui est un homme rassurant, mais avec qui ce n'est pas la passion. Et puis leur fils, qui est aussi parti. Une histoire brève, mais très intense, qui creuse là aussi dans l'intime, comme le faisait Muriel Barbery, avec donc la punta de Yvette
Sgragen, un livre qui date des années 1990, l'actualité, la chute du mur de Berlin, la fin du communisme, etc. est d'ailleurs souvent évoqué dans ce livre-là. Alors, les autres livres dont il est question, je vais maintenant passer à un livre féminin aussi. Parmi les 8 livres dont je parle aujourd'hui, il y en a 3 écrits par des femmes. Ça n'est pas encore la parité, malheureusement, les autres sont écrits par des hommes, mais on s'en approche. J'essaye, dans mes lectures, de lire des autrices aussi, des autrices souvent contemporaines, parce que plus on monte dans le temps, plus elles sont difficiles à dénicher, même si elles existent. Et l'autrice du livre suivant, c'est quelqu'un que je connais un peu, que j'ai un peu perdu de vue, mais que j'ai croisé. Il s'agit de récits de Lise Michel, Fragments d'elle. Fragments d'elle, évidemment, le mot « elle » donne tout de suite à rêver, j'allais dire « elle ». Est-ce que c'est les ailes d'oiseau? Et c'est un livre qui, au fond, est autobiographique, comme l'est, d'après ce que j'ai pu comprendre, la Punta d'Yvette Sgragen, où on nous dit qu'il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup de la vie de l'autrice elle-même. Et Lise Michel, qui est d'une génération plus récente, quelqu'un qui a un âge approximativement proche du mien, un peu plus jeune, je crois, né en 1983, oui, quand même un tout petit peu plus jeune que moi. Donc, ce livre, ce qui est intéressant, bon, il raconte, alors je l'ai à peine commencé celui-là, enfin j'en ai lu la première partie qui s'appelle La mémoire en cliché, et donc il revient justement sur des moments de la vie de l'autrice, et ces moments vécus dans la même région que moi, mais aussi en Toscane, par exemple, dans les vacances, avec l'adolescence, avec la première communion, la leçon de piano, l'écriture qui survient avec un prix gagné à un concours, et puis d'autres moments plus difficiles, avec des témoignages qui sont très bien écrits et qui nous permettent de découvrir par fragments, justement, quelqu'un ou une écriture. Alors je verrai ce que dit la suite de cette histoire-là. On va juste lire la naissance. Je suis né dans le gris, ni noir ni blanc, ni triste, ni joyeux, ni chaud ni froid, ni introverti ni extraverti. Je suis né dans le brouillard. Évidemment, dans la région de la Broye, où je vis aussi, le brouillard est là. Ni opaque, ni éblouissant, ni trop froid, ni trop humide, ni envié, ni connu. Je suis né face à lui. Parfois bleu, parfois vert, parfois tumultueux, parfois miroir, toujours rassurant. Celui, quand on lit ça comme ça, on se demande de quoi il s'agit. Évidemment, je sais qu'il s'agit du lac qui se trouve tout près. Je suis né rouge de ne pouvoir crier, ni respirer, ni m'exalter, ni m'exprimer, ne pas les reconnaître, ni les dire. Mais je suis né. Et après? Après, j'en reparlerai plus tard, puisque on ira ici et là-bas. On parlera d'exil aussi, tiens. Et de retour. Et de racines encore. Mais comme je n'ai lu que peu de pages encore de ce livre, j'y reviendrai. À ces fragments d'elle de Lise Michel. Et puis, passons au livre écrit donc par des hommes. La question de l'enfance, de la naissance, d'une enfance avec un exil, eh bien, c'est aussi au cœur d'un livre important, en tout cas d'un livre qui prolonge une lecture
précédente que j'avais beaucoup aimée dans la bande dessinée ou le roman graphique de Riyad Sattouf, l'Arabe du futur, qui raconte autobiographiquement la vie de Riyad Sattouf. Mais ici, on est dans une deuxième série, Moi Fadi, le frère volé. C'est le tome 1, 1986-1994. Donc on est un peu à la même époque que cette histoire-là, et aussi que celle-ci. Puis finalement, celle-ci, elle se passe aussi en partie à la même époque, donc cette fin du XXe siècle. Et ici, Moi Fadi, le frère volé, l'histoire qui nous est racontée, alors je n'ai pas encore lu l'entier de cette bande dessinée-là, donc je ne vais pas là non plus m'attarder très très longtemps. J'en ai lu, oui, seulement une petite trentaine de pages sur 130 et quelques, donc il m'en reste une centaine. C'est l'histoire de Fadi, qui est le petit frère de Riyad Sattouf, l'un des deux petits frères, le plus petit, qui va être enlevé par son propre père. La famille de Riyad Sattouf vivant en France et le père emmenant son fils en Syrie. Et on a donc le point de vue du frère qui a des souvenirs. Là où j'en suis, c'est les souvenirs du début, c'est les souvenirs du frère quand il était encore avec sa famille en France. Mais que va-t-il se passer après la séparation entre les gens de la famille, cette histoire terrible d'un père qui enlève son propre fils pour le séparer du reste de sa famille, avec le conflit important entre le père et la mère, qui ici est important sur fond de questions religieuses, de questions coloniales, etc., extrêmement lourdes, mais racontées aussi avec cet humour qu'a Riyad Sattouf, qu'il avait déjà dans l'Arabe du futur et qu'on retrouve, et puis ces couleurs qu'on apprécie aussi dans ces jaunes, en tout cas dans ce qui se passe dans l'histoire de ce frère qui raconte des histoires d'école pour l'instant, mais ça va peut-être se passer de manière plus difficile par la suite. Je vais donc aller là aussi en découvrir la suite. Le monde oriental, le monde de la Syrie dont je parlais, on le retrouve, mais pas tout à fait la Syrie, un peu moins à l'Orient, un peu moins à l'Est, chez Albert Camus. Albert Camus, dont je suis toujours dans cette pléiade que je lis de bout en bout, mais avec des pauses. Et là, je me suis mis donc, depuis quelques jours, à lire ce livre qui s'appelle L'été, qui regroupe plusieurs essais de Camus. Alors je suis dans la lecture du premier de ces textes, Le Minotaure ou la halte d'Oran, qui au fond nous décrit cette ville d'Oran, la ville où se déroulera chez Camus le roman La Peste, et qu'il décrit ici avec une certaine sympathie, mais tout en montrant aussi l'aspect plus désagréable. C'est une ville de bord de mer qui n'est pas face à la mer, qui est tournée vers le désert. Et une ville qui est, au fond, assez décevante, ou du moins ce qu'il s'y passe n'est peut-être pas à la hauteur des rêveries d'Orient qu'on pourrait avoir. Il y a une certaine pesanteur dans ce lieu-là, ou du moins c'est ce que j'ai ressenti en lisant quelques éléments. Voilà les plaisirs de la jeunesse locale, décrits par Camus, avec un certain humour qui est
beaucoup moins présent dans d'autres livres comme L'homme révolté ou ces commentaires d'actualité, dans ces actuels que j'ai lus récemment. Là, il y a une petite touche ironique qu'on avait aussi dans des livres comme La Chute ou des choses comme ça, mais qui m'a pas mal plu ou qui m'a un peu, j'allais dire, réconcilié avec Camus. C'est pas que j'ai pas aimé Camus, mais Camus, il y a beaucoup de rhétorique et au bout d'un moment, ça fatigue. Alors que là, on sent qu'il y a quelque chose de plus léger. Les rues d'Oran nous renseignent enfin sur les deux plaisirs essentiels de la jeunesse locale. Se faire cirer les souliers et promener ces mêmes souliers sur le boulevard. Pour avoir une idée juste de la première de ces voluptés, il faut confier ces chaussures à 10h un dimanche matin au cireur du boulevard Gallieni. Juché sur de hauts fauteuils, on pourra goûter alors cette satisfaction particulière que donne, même à un profane, le spectacle d'hommes amoureux de leur métier, comme le sont visiblement les cireurs oranais. Tout est travaillé dans le détail. Plusieurs brosses, 3 variétés de chiffons, le cirage combiné à l'essence. On peut croire que l'opéra-cirage, l'opéra cirage, ça je suis revenu au début de la ligne, mais l'opéra cirage, ce serait rigolo, mais ce n'est pas ce qu'a écrit Camus, malheureusement. L'opération est terminée devant le parfait éclat qui naît sous la brosse douce. Mais la même main acharnée repasse du cirage sur la surface brillante, la frotte, la ternit, conduit la crème jusqu'au cœur des pots et fait alors jaillir sous la même brosse un double et vraiment définitif éclat sorti des profondeurs du cuir. Les merveilles ainsi obtenues sont ensuite exhibées devant les connaisseurs. Il convient, pour apprécier ces plaisirs tirés du boulevard, d'assister aux bals masqués de la jeunesse qui ont lieu tous les soirs sur les grandes artères de la ville. Entre 16 et 20 ans, en effet, les jeunes oranais de la « société » entre guillemets, empruntent leur modèle d'élégance au cinéma américain et se travestissent avant d'aller dîner. Chevelure ondulée et gobinée, débordant d'un feutre penché sur l'oreille gauche et cassé sur l'œil droit, le cou serré dans un col assez considérable pour prendre le relais des cheveux, le nœud de cravate microscopique soutenu par une épingle rigoureuse, le veston à mi-cuisse et la taille tout près des hanches, le pantalon clair et court, les souliers éclatants sur leurs triples semelles, cette jeunesse tous les soirs fait sonner sur les trottoirs son imperturbable aplomb et le bout ferré de ses chaussures. Elle s'applique en toutes choses à imiter l'allure, la rondeur et la supériorité de M. Clark Gable. À ce titre, les esprits critiques de la ville surnomment communément ces jeunes gens, par la grâce d'une insouciante prononciation, les Clark. Et il y a des Marlènes qui les accompagnent, ces Clark. On voit cette description dont on sent bien qu'elle est un peu moqueuse, mais d'une moquerie assez tendre. Il y a la description aussi d'un match de boxe, ou de plusieurs matchs de boxe qui fascinent ou qui fait vibrer la foule. Et puis donc je vais continuer, je n'ai pas terminé même ce premier essai de l'été, le Minotaure. Pourquoi s'agit-il d'un Minotaure? Ça je l'ignore. Et puis il y a d'autres essais qui vont m'amener vers l'été justement, puisque nous sommes au mois de mai quand je parle de ceci. Continuons nos pérégrinations. Restons peut-être dans un lieu de bord de mer, peut-être de l'autre côté de la mer. J'ai continué ma lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq. J'en parle pas très longtemps ici, j'ai fait plus d'1 heure de vidéo sur le chapitre qui s'intitule « Une poussée de fièvre », où petit à petit, dans ce livre où il ne se passe pas grand-chose, on sent monter la tension. Même si c'est une tension qui peut être parfois négative, on attend un malheur, mais positif, l'amirauté, le lieu qui est décrit,
sur le rivage des Syrtes, en face des méchants, oui, c'est peut-être un peu caricatural, du Farguestan, l'ennemi contre qui on est en guerre, mais une guerre larvée qui, depuis des siècles, s'est endormie. Mais là, tout d'un coup, on retape l'amirauté, on recrée un lieu qui retrouve l'éclat d'antan, peut-être parce qu'une nouvelle guerre va arriver. Et donc, évidemment, ce moment d'attente, ce moment où on craint une invasion barbare, est un moment extrêmement tendu. Certains sont plus tendus que d'autres, et l'écriture de Julien Gracq montre cette tension, ces silences, ces moments où tout se joue avant qu'il se passe quelque chose. Alors que se passe-t-il ? Il se passera peut-être ce qui se passe dans Un homme plein de misère de Jacques Abeille. Jacques Abeille, j'en ai déjà parlé pour 2 livres, dont Un homme plein de misère est la suite, ou du moins les suites, parce qu'Un homme plein de misère, en fait, regroupe 2 livres de Jacques Abeille, Les barbares, et un 2e livre dont j'ai ici oublié le nom, où il est aussi question de barbarie, parce que dans les livres précédents, il y a eu Les jardins statuaires, qui racontent cette contrée extraordinaire où on fait naître des statues, on cultive des statues comme dans un jardin, elles sont comme des plantes. Et puis, Le veilleur du jour, dans la ville de Thérèbres, où se passe aussi cette histoire-là, avant l'invasion des barbares, un peu comme sur le rivage des Syrtes. On sent venir quelque chose, mais ça n'est pas encore là. Eh bien là, on a l'invasion barbare. Les barbares arrivent, et le tout début de ce livre-là, là aussi je viens à peine de le commencer, c'est un gros pavé, puisque c'est deux romans au départ, Les barbares et puis la suite des barbares, dont je parlerai plus tard, et dont le titre m'échappe et j'arrive pas à le retrouver ici. Donc, ces barbares, cet homme plein de misère, assiste à l'arrivée de ces barbares, au changement que cela crée, à la violence qui apparaît. Voilà comment commence le livre. La page, non point blanche mais maculée déjà de chiffres épars et gauches, appelle la main. Ça commence par l'écriture. La page d'une histoire dort au sein de chaque feuillet jauni que la plume commence à graver. Il suffira peut-être de s'en remettre à la profonde, à l'aveuglante nuit des mots qui se lèvent comme une aube face à la nuit du monde. Bon, c'est extrêmement bien écrit, les romans de Jacques Abeille, qui me font beaucoup penser à Julien Gracq, justement. C'est un style où on entre en profondeur dans des longues phrases mystérieuses. Et ici, l'aveuglante nuit des mots qui se lèvent comme une aube face à la nuit du monde. Peut-être est-ce aujourd'hui encore, aujourd'hui à nouveau, le moment de ressusciter l'aveuglante nuit des mots face à la nuit du monde, pour en faire une aube au cœur de la nuit, puisque la nuit semble de retour. Et puis, ensuite, les barbares arrivent. Je vais laisser ce livre de côté, mais j'en reparlerai sans doute plusieurs fois, sans doute souvent, puisque il y a plus de 800 pages qui m'attendent, et ce sera pour la suite. Dernier livre dont il est question, La tyrannie du plaisir de Jean-Claude Guibaud, un livre qui date aussi des années 1990. Alors les barbares
ou l'homme plein de misère de notre ami Jacques Abeille. Je ne sais pas exactement de quand ça date. Alors là, on est donc c'est Les Barbares, et le suivant c'est La Barbarie. Là, j'ai enfin trouvé le titre du deuxième livre. Ça a été publié aux éditions Le Tripode en 2011, mais le texte est sans doute plus ancien, aussi de la fin du XXe siècle. Et donc La tyrannie du plaisir de Jean-Claude Guilbeault, lui, date aussi de ces années 1990, qui sont un moment de bascule historique, mais aussi dans cette question du plaisir, et ces questions liées à la sexualité, liées à notre rapport à la fois une libération sexuelle, mais libération peut-être illusoire, et puis un retour de bâton, un retour à une morale dans ces domaines-là aussi. Et c'est ce basculement auquel assiste à ce moment-là Jean-Claude Guilbeault qui est mis en avant dans ce livre, dont j'ai lu quelques pages, enfin déjà quand même plus d'une centaine de pages. Alors je ne vais pas faire un commentaire extrêmement précis, il s'attarde justement au paradoxe de la libération sexuelle, à certains délires liés à celle-ci, et puis à des moments où tout d'un coup ces paradoxes sautent aux yeux. Il y a dans les années 1980-1990 des faits marquants. Il y a la question du sida qui vient se poser de manière assez importante, ou alors la pédophilie. Le discours sur la pédophilie a changé radicalement. Ça ne choquait personne dans la période dite de la révolution sexuelle. Aujourd'hui, c'est la pire des horreurs. Et on est dans l'époque de l'affaire Dutroux, des choses ignobles qui, évidemment, aujourd'hui nous paraissent immondes, mais qui sont évoquées ici avec beaucoup d'intérêt. Cette idée, au fond, que on n'en a pas fini, on n'est jamais libre dans ces questions-là, puis que finalement on pensait échapper au capitalisme par le plaisir, et le capitalisme a repris ses droits et a vendu la libération sexuelle, en a fait un commerce, et puis beaucoup d'autres réflexions assez intéressantes sur lesquelles je reviendrai dans les prochains épisodes de ce journal de lecture, puisqu'il me reste encore beaucoup de choses à dire sur ce livre, sans doute, cette tyrannie du plaisir, comment y échapper, comment avoir du plaisir sans être tyrannisé par le plaisir. Voilà une question difficile. Mais je vais laisser ceci de côté pour l'instant, parce que ça fait déjà un moment que je parle, et donc on y reviendra, comme on reviendra sur beaucoup de ces livres-là, qui sont tellement lourds que je suis en train de les lâcher, et donc je vais aussi vous lâcher et vous abandonner ici. Voilà, la tyrannie du plaisir qui est tombée, et je vous souhaite une belle semaine, et puis on parlera à nouveau de ces livres, de certains de ces livres la semaine prochaine.